7h midi, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff et aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité, Éric Vérac, bonjour. Bonjour Valérie. Entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Jérôme Dubus, bonjour. Conseiller bonjour La République Valérie. En Marche bonjour de Paris. Président du groupe PPCI, les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Et Judith Weintraub. Bonjour Judith, grand reporter au bonjour Figaro Valérie. Magazine. Bonjour à vous. On est ensemble donc et on va parler encore et toujours du coronavirus et de ses conséquences et ce déconfinement du 11 mai qui semble un petit peu compliqué, cette date annoncée par le président de la République. Il semble que les scientifiques ne soient pas tout à fait d'accord pour un déconfinement. Alors même si le président avait bien précisé progressif, il semble que certains scientifiques émettent quand même un certain nombre de réserves quant à la possibilité d'un déconfinement et surtout du risque de rebond. Et puis cette déclaration hier du professeur Delfraissy qui a parlé de 18 millions de personnes qui devraient rester confinées plus longtemps, dont les seniors. On dira quelques mots également d'Amazon qui a décidé de fermer ses entrepôts pendant une semaine en réponse à une décision de justice. Bref, on parlera de tous ces sujets avec vous. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Judith, commençons avec vous. Oui, moi je relais un coup de gueule, en fait, le coup de gueule de dentistes Oui. qui ne comprennent pas pourquoi leur conseil de l'ordre leur interdit de pratiquer. Vous savez qu'on peut plus aller chez le dentiste quand on a mal. Or, il faut aller chez le dentiste quand on a mal. On ne peut que s'adresser à des services d'urgence. D'urgence, Ce qui veut dire que la situation se détériore. Je rappelle que les dentistes travaillent habituellement avec des masques et des gants, hein, c'est leur pratique quotidienne. Et je ne vois pas pourquoi, mais c'est un problème général en France, on les infantilise, pourquoi on ne leur laisse pas la liberté de choisir eux-mêmes s'ils travaillent ou pas. Oui, enfin ça a été le cas, c'est le cas également, enfin c'est le cas pour les vétérinaires à qui on a interdit d'ouvrir leur cabinet sauf pour des urgences. Donc c'est le cas pour beaucoup de professions. Est-ce que les uns et les autres vous voulez réagir à ce que vient de dire Judith? Oui, je suis assez d'accord avec Judith. Ce sont des médecins, hein, les dentistes, hein, ils ont fait les mêmes études. Donc ils sont suffisamment responsables pour savoir. Il y a des urgences aussi au niveau dentiste, hein, Judith l'a rappelé. Oui. Donc je vois pas pourquoi on doit aller aux urgences qui sont déjà, comme on le sait, totalement surbookées, aux urgences médicales. Autant. Oui. Jean-Luc, je précise, ce sont des urgences séparées. Hein, oui, j'entends bien. Mais urgences séparées, c'est les mêmes personnes. Bien sûr que c'est séparé. J'entends bien, Judith. Mais vous voyez bien que dans le système sanitaire français, le débordement, depuis des semaines, est total. Donc qu'elles soient séparées, je veux bien. Mais ça ne suffit pas. Mais en tous les cas, je suis d'accord, moi, que je fais confiance à ces professions-là pour pour choisir si elles ouvrent ou si elles ouvrent pas, et quelles sont la clientèle qu'elles accueillent. Oui, moi je suis assez d'accord. Ouais. Oui, Jérôme, je suis assez d'accord aussi sur ce que vient de dire Judith, évidemment, et ce que vient de dire Jean-Luc. Effectivement, ils pourraient réouvrir, à mon avis, sans aucun problème, mais peut-être limiter à ce moment-là leurs actes sur les urgences, parce que sinon, on va se retrouver avec des salles d'attente qui seront pleines, avec des gens qui vont se côtoyer. Et là, personne ne nous dit que la garantie totale en matière sanitaire sera respectée. Mais pardon, oui, mais ils sont assez responsables comme c'est ce que je dis sur les urgences. L'urgence, vous savez que quand on a un abcès, par exemple, c'est même pas la peine d'aller chez le dentiste, il peut pas vous soigner. Il vous prescrit des antibiotiques et il vous dit de revenir une fois que ce sera fini. Dans un état suffisamment stabilisé pour qu'il puisse opérer. Le bon moment pour aller chez un dentiste, c'est quand on a mal. C'est ça.
Oui, oui. Non, mais vous avez raison. Et c'est pareil. Pardon de comparer les humains aux animaux, mais je suis un tout petit peu concernée. C'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on va chez le vétérinaire, c'est qu'on a besoin d'y aller et que l'animal va mal, et que aujourd'hui les vétérinaires ont pris des mesures barrières qui peuvent vous recevoir, mais le Conseil de l'ordre des vétérinaires leur a interdit d'ouvrir leur consultation. Donc voilà, coup de gueule de Judith qui est tout à fait juste. Je pense. Jean-Luc, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Le fait que Monsieur Prudhomme, celui qui gère le Tour de France, ait reculé la date du Tour de France, je trouve ça très bien. Je vais prendre un exemple qui s'est passé en mars, juste avant le confinement. La course s'appelle Paris-Nice. Elle a eu lieu pendant cette période-là, en plein au milieu du confinement. Bon, les courses cyclistes, évidemment, c'est en pleine nature. Le public est il est vraiment très large sur l'ensemble des routes. Je trouve ça bien. Alors je ne sais pas s'il aura lieu vraiment, nous verrons dans les conditions dans lesquelles nous serons fin août et en septembre, puisque donc c'est reporté à fin août-septembre, mais je trouve ça bien qu'il y ait ce côté extrêmement ludique et complètement adoré des Françaises et des Français qui aiment le cyclisme, mais aussi ceux qui aiment le Tour de France rien que pour voir les images voilà. Oui. Donc je trouve que c'est quelque chose de positif si ça a lieu. Si ça a lieu, en tout cas, ça donne de... Oui. Juste un bémol, parce que Jérôme Dubus. J'ai entendu l'autre jour le directeur du Tour de France nous annoncer ça. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que normalement, si tout va bien, ça devrait avoir lieu effectivement en septembre. Et alors, un journaliste lui pose la question de savoir, mais il y aura moins d'audience télévisée parce que les gens vont travailler. Et le directeur sportif nous répondre, ah mais non, parce que les gens vont pouvoir travailler et regarder le Tour de France en même temps. Les bras m'en tombent, excusez-moi. Mais oui, alors, je vous rappelle que pour l'euro qui a lieu en juin, ça n'empêche pas l'audience d'être au rendez-vous. D'accord, mais la croissance ne va pas. Oui, sauf qu'on est dans une situation où il va falloir relancer la machine. Qui est un peu vous pensez que le Tour de France va actuelle. ralentir la croissance? Je ne sais pas ce qu'en pensez. En tout cas, excusez-moi, mais en tout cas, la réaction m'a un peu surpris. Voilà. Oui, non, mais je pense qu'il est très hasardeux aujourd'hui de tirer des plans sur la comète, parce que on ne sait absolument pas comment va se passer ni le déconfinement en réalité, et je crois qu'on va y venir, mais on ne sait pas non plus quand va arriver la seconde vague d'épidémie, car elle arrivera, comme elle arrive déjà en Asie, et on ne sait pas comment nous réagirons à cette deuxième vague. Je trouve aujourd'hui qu'il est... J'aimais bien la prévision qu'avait fait l'Institut Koch en Allemagne d'une épidémie dont les effets se feraient sentir pendant 2 ans. Et je trouve que ce serait plus simple. Comment ? Vous aimez bien cette idée d'une épidémie? Je trouve que c'est plus simple de dire aux gens, on en a pour 2 ans, et donc adaptons notre mode de vie et notre style de vie à une épidémie qui va durer, plutôt que de vivre dans cette espèce de montagne russe où on parle du déconfinement un jour, on le remet à plus tard le lendemain, et où on vit dans cette perpétuelle incertitude. Je trouve que c'est mieux de se dire qu'on a pour 2 ans d'organisation collective autour de cette épidémie et qu'il va falloir faire avec et trouver les modalités d'organisation les plus intelligentes pour retrouver des habitudes à peu près agréables, parce qu'aujourd'hui la vie, il faut bien le dire, est assez étouffante dans le confinement. Oui. Alors, vous, Alors non, on va passer à Jérôme Dubus, qui avait un coup de cœur également. On va garder Eric pour la transition. Jérôme Dubus, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur aux acteurs de la reconstruction de Notre-Dame. Parce que ça fait 1 an que Notre-Dame effectivement a subi, juste 1 an que a subi cette terrible incendie, que jusque là, à la fin du mois de décembre et même début janvier, on ne savait pas si Notre-Dame pourrait être sauvée. Il y avait encore une grande incertitude. Aujourd'hui, on sait que Notre-Dame est sauvée et on n'imagine pas de l'extérieur le travail incroyable qui a été fourni par tous les acteurs, alors c'est tous les corps de métier, les cordistes, les tailleurs de pierre, les grutiers, les charpentiers, etc., les architectes, l'architecte en chef de Notre-Dame, qui est aidé par un architecte des bâtiments de France, et ils ont mené un travail absolument considérable dans l'ombre, puisque le chantier n'était pas accessible au public, bien évidemment, pas accessible à la presse non plus. Ils ont mené un chantier de consolidation des voûtes et des arches de Notre-Dame qui permet aujourd'hui de penser que Notre-Dame est sauvée. Moi, je crois que c'est quand même une lueur d'espoir dans cette affaire.
Je suis pas certain qu'on arrive à la reconstruire en 5 ans. Moi, je mets beaucoup de doutes là-dessus. On verra bien. 10 ans. On verra bien, mais en tout cas, c'est aujourd'hui une bonne nouvelle que de considérer que dans des conditions extrêmement difficiles, parce que Notre-Dame est pleine de plomb, donc il faut travailler dans des conditions incroyables de sûreté et de protection. D'ailleurs, le chantier a été arrêté à la demande du préfet de police pendant 1 mois. Là, il est de nouveau arrêté pour d'autres considérations. Mais je crois que c'est une lueur d'espoir dans ce triste bilan actuel. Et on peut penser qu'aujourd'hui, Notre-Dame est définitivement sauvée. Ouais. Bon, c'était un coup de cœur qui est une lueur d'espoir. Éric Vérag, coup de cœur également. Oui, alors moi je voulais quand même souligner une bonne nouvelle qui n'a pas été assez soulignée de mon point de vue. C'est que nous avons commencé la crise du coronavirus en gros le début mars avec 5000 lits de réanimation. Et en l'espace d'1 mois, 1 mois et demi, les hôpitaux sont parvenus à se doter d'une capacité de 15 000 lits. C'est-à-dire qu'on a triplé quand même la capacité de lits de réanimation dans ce pays en un espace éclair. On est parvenu à se mettre au même volume que l'Allemagne. Et je trouve que c'est quand même une preuve d'agilité de nos hôpitaux. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on débarrasse les hôpitaux de la couche de bureaucratie qui les étouffe et qu'on donne le pouvoir aux médecins pour soigner, tout à coup, on trouve des solutions. Et c'est des solutions qui ne plombent pas les comptes publics. On voit bien qu'on n'a pas eu besoin de débloquer des milliards pour en arriver là. On s'est simplement organisé et on a laissé faire les gens dans les hôpitaux. On a laissé faire les médecins, les soignants, pour que ça se passe bien, et ça s'est bien passé. Donc je pense qu'il faut rendre un hommage à 2 choses. D'abord aux soignants, mais j'enfonce une porte ouverte en le faisant, mais ça fait toujours du bien de le faire. Mais il faut aussi rendre un hommage à la capacité d'organisation des gens qui font le travail. On n'a pas en permanence besoin d'infantiliser tout le monde, comme si les gens étaient incapables de s'en sortir tout seuls, ou comme s'ils n'étaient pas dignes de confiance. Quand on fait confiance aux gens, ils trouvent des solutions qui marchent. Juste pour compléter ce que vous dites, il y a quand même eu un problème entre le privé et le public. J'ai sous les yeux une lettre d'un responsable de l'hospitalisation privée qui explique que, par exemple, dans le Grand Est, ils avaient libéré 70 places de réanimation qui n'ont pas encore été affectées par l'ARS de santé ou par d'autres hôpitaux. Et ils ne comprennent pas, il y a encore des lits disponibles, il y a 4000 lits disponibles dans les cliniques et dans les établissements privés et qui n'ont pas été réquisitionnés, sans employer le mot de réquisitionner, qui n'ont pas été utilisés. Donc là, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Le blocage vient des ARS qui ne veulent pas utiliser les moyens du privé. Et moi, on me dit qu'il y a dans cette affaire une question de gros sous. Puisqu'en réalité, 15 000 lits de réanimation, c'est 2 fois plus que de gens en réanimation pour le coronavirus. Ça veut dire qu'il y a 7 000 lits publics vides. Donc ça veut dire qu'il y a 7 000 lits non facturés au titre de la tarification à l'activité prévue dans les hôpitaux publics. Et que moi, ce qu'on me dit, c'est que le ministère de la Santé privilégie, mais c'est à vérifier, privilégie les hospitalisations dans le public pour que les hôpitaux puissent tarifer. Les hôpitaux publics puissent tarifer, et si les gens vont dans le privé, ce sont des recettes qui échappent aux hôpitaux publics, d'où l'idée de transférer des gens dans d'autres régions, plutôt pour rentabiliser des hôpitaux publics qui sont vides, plutôt que d'utiliser des hôpitaux privés sur place, parce que ce serait de l'argent qui échapperait aux hôpitaux. Je suis pas sûr que ce soit la seule raison. Quelle est l'explication quand vous avez une clinique qui est vide et qu'elle n'est pas sollicitée? Parce qu'en France, le privé et le public ne fonctionnent pas la main dans la main. En tout cas, on le sait depuis de nombreuses années. Ils fonctionnent en parallèle. C'est la guerre, me semble-t-il, non? Notre président a employé ce mot de guerre. Donc, ça, on est bien d'accord. Simplement, effectivement, on a une tradition qui fait que l'hospitalisation privée et l'hospitalisation publique se regardent en chien de faïence depuis des années et qu'on n'arrive pas à les faire travailler ensemble. Voilà. Je m'excuse, mais il ne vous a pas échappé qu'avant le coronavirus, avant le confinement, un certain nombre de docteurs, de médecins
qui étaient dans le public sont passés dans le privé pour des raisons XY de difficultés de gestion dans le public, et ce sont les mêmes médecins et ce sont les mêmes docteurs, hein, excusez-moi. Donc à ce niveau-là, je veux bien entendre qu'il y a un discours, mais il y a par rapport à cette difficulté, je pense que là encore une fois, dans une période, moi j'appelle pas ça la guerre, mais dans une période de crise sanitaire importante, on devrait faciliter beaucoup plus les choses, et je pense que si c'est d'un point de vue financier, faire passer des grands malades, des personnes en grande difficulté par avion, par TGV spéciaux et par hélicoptère, je pense que le coût est absolument exorbitant. Bah, on est bien d'accord. Okay. Allez, on va marquer une pause et Judith, vous vouliez dire quelque chose, on y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. On va parler donc de ce déconfinement, début de déconfinement le 11 mai, une date utopique, en tout cas très compliquée à tenir. Judith, peut-être un mot sur ce qu'on disait sur le public et le privé. Oui, sur les hôpitaux, mais on connaît les mots de l'hôpital français. Le premier d'entre eux, c'est l'organisation et le poids des tâches administratives. Et je voulais citer une étude intéressante de l'OCDE, qui n'est pas soupçonnable de libéralisme déchaîné, et qui dit qu'il y a 54% de plus de personnel occupé à des tâches qui ne sont pas médicales en France qu'en Allemagne. Donc c'est une des raisons aussi de la supériorité du système allemand. Oui, absolument. On va passer à cette polémique, ou en tout cas à ce questionnement autour de cette date du 11 mai qui a été annoncée lors de son allocution aux Français par le président de la République, une date pour un éventuel déconfinement, et depuis 3 jours, eh bien, on entend beaucoup de réserves, en particulier des scientifiques qui émettent des réserves sanitaires. Hier, le professeur Delfrécy a évoqué ce chiffre de 18 millions de Français qui ne devraient pas sortir tout de suite. De plus en plus de médecins s'inquiètent d'une seconde vague à venir, et on parle dans ces 18 millions de personnes des 65-70 ans et de toutes les personnes atteintes de pathologies à risque comme l'insuffisance respiratoire, cardiaque, l'hypertension ou encore l'obésité. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Judith ? Vous voulez dire, quelle est la question précisément? La question précisément, c'est est-ce que cette date du 11 mai est réaliste? Bon, moi j'ai l'impression que surtout la France ne peut pas se permettre de prendre le risque que ces entreprises meurent. Parce que alors là, elle se retrouverait dans un état où les dégâts humains, je ne parle pas de dégâts économiques, seraient dramatiques. Donc il faut déconfiner. Il faut déconfiner, donc il faut une date de déconfinement. L'argument, le risque zéro n'existera jamais. En Allemagne, on commence à déconfiner. On voit une recrudescence légère, mais une recrudescence quand même de contamination. Le déconfinement se traduira par une recrudescence de contamination. Il faut s'efforcer qu'il se fasse le mieux possible, mais ne pas le faire, y compris pour les raisons que disait Jean-François Delfrécy, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que avoir eu une fois le coronavirus immunise totalement, ne me paraît pas viable. Oui, une réaction, je partage à peu près ce que vient de dire Judith sur la nécessité de redémarrer l'économie française. D'ailleurs, je crois que c'est le leitmotiv de l'ensemble des pays qui commencent à déconfiner. Même l'Espagne, même l'Italie commencent à déconfiner, alors dans des conditions extrêmement difficiles en Italie, puisque les régions n'ont pas été visiblement assez concertées avec le gouvernement, et il faut éviter ça en France. C'est-à-dire que en France, il faut absolument, d'un point de vue politique et administratif, que l'ensemble des régions soient associés, et les présidents de région soient associés à ce que va faire le gouvernement. Alors il y a un plan qui va être présenté de déconfinement beaucoup plus précis dans une quinzaine de jours. Il y a quand même des expériences qui peuvent être adaptées, en tout cas qui peuvent servir de modèle. Le seul pays qui aujourd'hui a déconfiné, parce que Taïwan, la Corée du Sud et d'autres n'avaient pas confiné comme nous, le seul pays qui est vraiment déconfiné, mais beaucoup plus drastiquement, parce qu'ils avaient confiné de manière beaucoup plus drastique également, c'est la Chine.
Et c'est la province du Wuhan. Qu'est-ce qui se passe là-bas, d'après les reporters et les écrits que nous avons, c'est que le déconfinement est extrêmement progressif. C'est-à-dire que d'abord tout le monde porte un masque, beaucoup de gens sont testés, le tracking est mis en place de manière extrêmement pointue, et beaucoup de commerces aujourd'hui n'ont pas encore réouvert visiblement, alors qu'ils ont commencé à déconfiner depuis le 8 avril. Bon. Donc tout ça se fait progressivement. On va avoir un exemple qui est un exemple extrêmement, je le reconnais, qui est extrêmement particulier, qui est l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie va déconfiner le 20 avril, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de jours avant la métropole. Ça va se faire également là, de manière très progressive. Il semble qu'il n'y ait plus de contamination, c'est pour ça qu'ils déconfinent un peu avant nous, sachant que en matière de classe, par exemple, c'est comparable. Hein. Non, mais je dis, c'est un exemple. C'est un exemple qui peut nous permettre d'avoir un certain nombre de procédés qui pourraient avoir des conséquences en métropole. Par exemple, sur les classes, puisque ça a été un objet extrêmement difficile de débat, on ne sait pas très bien comment ça va se passer pour la réouverture des classes. En Nouvelle-Calédonie, ils mettent un système qui consiste à séparer les classes en deux, à faire en sorte que les élèves soient non plus 30 mais 15. Ça peut être adapté en France. Mais bien sûr que ça. Mais enfin, vous rigolez ou quoi? On a eu un représentant du SNALC qui nous a expliqué comment vous allez dédoubler, je sais pas si ça se dit, déquadrupler des classes, où vous allez trouver les locaux, où vous allez trouver les profs. On n'est pas obligé de prendre les enfants en même temps. On fait venir les enfants une fois sur deux. On fait venir les enfants une fois sur deux. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que. Pourquoi non, mais vous ne pouvez pas comparer la Nouvelle-Calédonie et la France. Non, mais je ne compare pas. Je dis qu'il y a un la Nouvelle-Calédonie est en France. Oui, non, mais et la métropole. Ils vont pouvoir peut-être nous servir d'exemple. Voilà, c'est tout. Non, mais je crois que la sauf solution... que vous évoquez... Alors allez-y Éric Vérag, mais vous évoquez la Chine et Wuhan qui est confrontée à une résurgence de cas. Donc je ne vois pas où est le modèle de Wuhan. Non, pas dans cette province. Les résurgences de cas visiblement se font avec la frontière de la Russie, où là effectivement ils sont en train de prendre des mesures extrêmement draconiennes pour que ça ne se continue pas. Alors, c'est pas dans la province elle-même. Non, mais la question du déconfinement des écoles, elle est centrale. Parce que, de toute façon, on ne pourra pas socialement faire passer l'idée que les enfants vont à l'école, par exemple, un jour sur deux. Parce que si le président de la République a fait le choix de déconfiner les écoles, alors qu'il ne déconfine pas les restaurants ou les hôtels, c'est pour que les parents puissent aller travailler. Et le choix... Mais bien sûr, je ne vois pas le lien entre les deux. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école... soit on a une solution de garde, soit les parents ne vont pas travailler. On ne peut pas dire aux parents d'aller travailler. Je ne vois pas pourquoi il serait inacceptable de faire venir les enfants selon des jours ou des horaires même. Parce que le jour où les enfants ne vont pas à l'école, les parents n'iront pas travailler. Des horaires différents. De toute façon, les horaires de travail vont devoir s'adapter aussi. Toi, Judith... On vous entend très mal, Judith. On vous entend mal, Judith. Ça coupe, il n'y a pas de censure, mais... Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. On vous entend un peu mieux. Je trouve que l'Est de la France est très... Il y a un problème de son. Judith, on va essayer de vous rappeler, de reconnecter. Moi, je voudrais pas qu'on refasse le, oui, Jean-Luc, 2 secondes, je voudrais pas qu'on refasse le débat des écoles qu'on a plus ou moins fait hier, mais alors ça rentre dans le déconfinement, mais allez-y, allez-y, après Jean-Luc. Le choix, il est évidemment économique, c'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Jérôme avant moi, il faut faire repartir l'économie, sinon les dégâts sociaux seront bien plus lourds que les dégâts humains, sachant que, rappelons-le, au mois de mars 2020, il y a eu moins de morts en France qu'au mois de mars 2018. C'est-à-dire qu'en l'état, l'impact de l'épidémie sur la mortalité, il existe, mais il est relatif par rapport à ce qu'on pouvait craindre. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un écart très fort entre les précautions qu'on prend et qui finalement visent une maladie dont la mortalité est limitée et le coût que ça représente pour l'ensemble de la communauté nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de sacrifier notre économie
le monde est en train de sacrifier son économie et personne ne sait comment on s'en sortira. Je pense qu'aujourd'hui, on va devoir de plus en plus clairement arbitrer entre les choix économiques et les choix humains. Et je pense que là-dessus, le gouvernement gagnerait à entamer un langage de vérité parce que il faudra bien dire aux Français tôt ou tard qu'en effet, on déconfine les salariés, puisque c'est ce qu'a dit le professeur Delfrécy hier. Les plus de 65 ans, c'est-à-dire les retraités, resteront à la maison. Ceux qui auront le droit de sortir, ce seront les salariés pour aller travailler. Parce qu'il faut faire repartir la machine. Et on sait que ça créera une résurgence de l'épidémie. Alors, encore une fois... Jean-Luc, pardon, Jérôme Dubus. Non, Jean-Luc qui n'a pas parlé beaucoup. Jean-Luc Merci beaucoup. Il faudrait déjà que quand le président de la République prend la parole, il prévienne les différents ministres concernés de ce qui va être proposé. Quand vous regardez les différents... Il les a prévenus un quart d'heure avant. Oui, c'est ça. Hier et avant-hier, encore ce matin, je prends l'exemple de M. Blanquer. C'est énorme. Je veux dire, on voyait bien que M. Blanquer était très 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 mal à l'aise puisque lui avait dit quelques jours auparavant qu'on ne rentrerait pas à l'école avant début septembre et il a hier répété 10 000 fois que dans les 15 jours on verrait ce qu'on allait faire. Bon, ok, j'ai dit ça. Après, je crois que la solution, alors après la date du 11 mai, elle est, pourquoi le 11 mai? Parce qu'il y avait le 1er mai et le 8 mai, et qu'il y avait 2 week-ends, une semaine extrêmement prolongée, et le choix du 11 mai tombait sous le sens en disant, ok, il n'y aura pas de week-end prolongé, très bien. Ok, ça a évité les passages de gens qui pensaient partir en vacances. Très bien. Mais, tant qu'on n'aura pas mis en France l'ensemble de dispositions des masques, l'ensemble des tests disponibles, on ne pourra pas dire qu'il y a un déconfinement. Après, je pense qu'on passera au sujet des personnes plus âgées, des personnes vulnérables. Ça, je pense que c'est le sujet d'après. Mais moi, je trouve que à ce niveau-là, à un moment donné, bien sûr qu'il faut déconfiner. Parce que on ne peut pas avoir une société, ne serait-ce que par rapport au travail, mais pas uniquement au travail, par rapport à l'ensemble de la société. À un moment donné, on ne peut pas rester confiné pendant 2 mois, 3 mois. Et je dirais aussi, je termine là-dessus, arrêtons de prendre l'exemple de la Chine. Nous ne savons pas ce qui se passe en Chine. La Chine ne dit pas la vérité, tout le monde le sait. Alors on n'en sait rien. Voilà. Donc on prend je respecte tout à fait le peuple chinois et les populations chinoises, mais pas prendre exemple par rapport à ça, pour moi, n'a pas de sens. Prendre exemple sur l'Allemagne, prendre exemple sur le Danemark, prendre exemple sur l'Espagne, l'Italie, ça a du sens. Ça n'a pas de sens non plus de prendre exemple sur les États-Unis d'ailleurs. Mais voilà, arrêtons avec la Chine. Attends, excuse-moi, mais tout le monde navigue à vue et tous les pays européens naviguent à vue. Je suis désolé. On ne peut pas prendre exemple sur les autres pays puisqu'ils déconfinent en même temps que nous quasiment. Jérôme, je parle des chiffres donnés. Je parle des chiffres donnés. Mais non, mais l'Espagne a plus de morts que nous, l'Italie, on va pas faire des comparaisons morbides. Mais c'est sur le confinement et sur les méthodes de confinement, personne n'a la solution aujourd'hui. Soyons sérieux. On peut taper sur le gouvernement, on peut taper sur Macron, on peut taper sur n'importe qui. Personne aujourd'hui n'a la solution parce que nous n'avons pas d'antécédents. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Il y a beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, hier, Angela Merkel a réuni l'ensemble des présidents des Länder pour précisément que ça se fasse de manière coordonnée avec les régions. Bien, moi, c'est ce que je demande. Il faut que ça se fasse de manière coordonnée avec les régions et avec les collectivités locales en France également. On va revenir donc sur ces 18 millions de personnes qui pourraient rester confinées. Et puis, quand même, quelques mots sur la communication du gouvernement et de ses ministres qui ne savent pas très bien quoi dire. Je vois ce matin que Franck Riester a annoncé que certains petits festivals, je mets des guillemets, pourraient se tenir à partir du 11 mai. C'est quoi un petit festival ? C'est quoi un petit festival ? On nous a dit qu'il fallait pas se regrouper à plus de X personnes. Un petit festival, je sais pas, c'est quelqu'un qui joue de la flûte dans son immeuble. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, on est ensemble sur Sud Radio. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, des auditeurs qui réagissent. Pierre-Alex nous dit oui, le déconfinement du 11 mai est utopique. Il fallait simplement donner un horizon aux Français pour rassurer. En réalité, toute cette année sera particulière. C'est un petit peu ce qu'on disait en début d'émission. Il faudra être prudent et civique. L'empressement de liberté crée un vrai risque. On a Olivier en ligne avec nous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous voulez réagir à notre débat ? Alors, c'est un déconfinement économique et politique, mais c'est pas un déconfinement sanitaire. Nous ne sommes pas la priorité. La priorité, c'est l'économie. Alors même si ça a été emballé
par l'humilité et les éléments de langage de Mélenchon. C'est ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs dans l'allocution de Macron, la planification, les jours heureux, les réquisitions, enfin bon bref. On voit bien qu'il écoute tout le monde, mais qu'il décide tout seul et qu'il est branché sur son économie. Donc, dire les gamins peuvent aller à l'école, mais on peut pas mettre les gens dans les bars. Et puis dire les gens peuvent aller travailler, mais on va pas tester tout le monde, ça a pas de sens. Alors que ça, c'est à l'encontre de tout ce que disent tous les spécialistes et l'OMS en particulier. Donc, moi, je vais vous dire, il me fait peur parce que, en fait, on est dans une stratégie du choc où, vous savez, Naomi Klein. L'idée à un moment donné d'utiliser les grandes tragédies mondiales pour imposer un capitalisme sauvage. On est là-dedans, c'est-à-dire que la priorité de Macron, c'est de faire bosser les gens 60 heures par semaine. Sérieusement, ça pourrait pas être l'occasion de faire une transition écologique, de proposer du boulot à plus de monde au lieu de faire bosser les gens comme des chiens et de dire bon, on va essayer de trouver une solution pour refaire notre service public, parce que maintenant les gens ont compris qu'on n'était pas que service public et État-providence c'était pas des gros mots, mais qu'il y avait des secteurs stratégiques dont il fallait pas dépouiller les citoyens. Bon, est-ce qu'on pourrait pas profiter de cette occasion pour repartir justement? Leur monde est un échec, leur économie de marché, elle nous coûte 17 000 morts à ce jour. 17 000 morts. Hein. C'est énorme, hein. Enfin, à un moment donné, ça c'est des chiffres. Moi, je suis. Alors, bien sûr, on peut relativiser, mais par rapport aux chiffres de la grippe, mais 17 000 morts. Alors, ils disent 10 000 par là. Et en Chine, où il n'y a pas l'économie de marché, ça coûte combien de morts? Il n'y a pas l'économie de marché en Chine, mais vous plaisantez. Capitalisme d'État. Vous plaisantez, ça c'était drôle. Non, c'est pas. Non, pardon, monsieur. Le partage du travail, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Hein. Le partage non, du on n'a travail, pas essayé, madame. On n'a pas essayé. Loi Aubry, le raisonnement des lois Aubry, c'était le travail est en quantité finie, c'est comme un gâteau, pour que plus de gens aient du travail, il faut faire des parts plus petites, d'où les 35 heures. Ça n'a pas fonctionné, ni sur l'économie, ni sur le chômage. Eh bien, soyez honnête jusqu'au bout. Les 35 heures, la loi Aubry, même si la démarche était celle-là, elle supposait qu'il y ait un accord entre les organisations syndicales. Donc, dans la plupart des grosses boîtes publiques où il y avait un rapport de force, il y a eu un accord de 35 heures. Partout ailleurs, ça a été un lissage du temps de travail et les gens y ont perdu. Donc, c'est pas le débat des 35 heures ici, madame. C'est le débat de l'avenir de la planète. C'est pas non plus le débat de l'économie de marché par rapport à la pandémie actuelle. Ça n'a strictement rien à voir. Ah bah si, c'est tous les pays, quel que soit leur régime et quel que soit leur mode de fonctionnement. Donc ne dites pas ça. C'est une pandémie qui est mondiale, qui se moque du type d'économie. Donc faire un procès à l'économie de marché, ça n'a strictement rien à voir, mais rien à voir. Écoutez, si, l'économie de marché, elle a une influence sur tous nos secteurs publics. Si l'état de notre hôpital public est comme ça aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est dans une économie de marché qui n'est pas régulée justement, et que la soi-disant libre concurrence et non faussée, elle provoque ce genre de dégâts. Et l'austérité qu'on demande aux Français, justement, elle provient de cette économie de marché. C'est un choix de monde. C'est un choix de monde, et ce choix-là... Allez, monsieur, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Alors, Éric Verret-Barac va vous répondre. Les pays qui, aujourd'hui, ont le moins de morts sont des pays qui ont privatisé leur système de santé. Donc, et les pays qui ont le plus de morts sont des pays où regardez la Grande-Bretagne, le système de santé en Grande-Bretagne est à 100% public. Il n'y a pas d'assurance complémentaire qui intervienne, il n'y a pas de clinique privée. Et en Angleterre, il y a plus de morts qu'en Allemagne où l'hôpital est privatisé. Donc ne faisons pas de récupération politique sur un problème qui est purement sanitaire. Alors déjà, moi, j'ai rien à récupérer. C'est ce que vous faites, monsieur. Vous utilisez 17 000 morts pour défendre une cause politique, comme le font des gens mal appris comme Mélenchon, qui utilisent tout ce qui passe pour défendre une idéologie. C'est indécent pour les 17 000 personnes qui sont mortes. Et au nom de qui vous ne pouvez pas parler? Mais je vais défendre un peu Olivier. Excusez-moi. Le système libéral capitaliste mondial, il est bien global. Il n'y a pas beaucoup de pays qui en sortent. La Chine étant, pour moi, du capitalisme d'État relativement géré de manière autoritaire. Quand je dis relativement, je pèse mes mots, mais c'est vraiment du capitalisme réellement complètement contrôlé. Bon, qu'après on se soit
le débat que pose Olivier est un débat pour les jours d'après. Et les jours, comment on va régler et réguler l'ensemble de la situation mondiale et de l'ensemble des situations sanitaires, économiques, sociales, environnementales. C'est un vrai débat. C'est un débat de fond. Maintenant, il n'est pas, c'est dans l'immédiat, il est un peu rapide, certes, mais il est obligatoire. On voit bien qu'il y a un certain nombre de définitions, notamment sur les localisations, les relocalisations des entreprises, le fait que tout d'un coup on ait été, nous, la France, on n'ait pas eu de production de masques suffisamment rapide, de production de respirateurs et ainsi de suite. C'est un vrai débat. Donc je dis bien sûr que le débat politique fondamental est un peu rapide en ce moment, mais il va être obligatoire dans les mois qui viennent. Obligatoire. Oui, enfin, c'est pas un débat virtuel. Vous parlez des masques. Pourquoi l'Allemagne en a eu? Alors qu'il leur manque aussi en Allemagne. Je dis pas que la situation soit parfaite, mais il leur manque beaucoup moins en Allemagne. Mais bien sûr, puisque l'Allemagne a un système de TPE, PME, un système régionalisé, et excuse-moi Eric, mais dire que l'ensemble du système médical allemand est privatisé, ça n'est pas vrai. Il est à 70%. Et régionalisé. À 70%. Il est privatisé à 70%. Avec les Länder qui aident, parce que les Länder en Allemagne sont des régions extrêmement gérées de manière autonome qui permettent d'avoir un système totalement décentralisé. En France, on a essayé, ça commence évidemment. Oui, on a l'étatisme et la centralisation, c'est vrai, les deux. Et voilà. Et les dépenses publiques. Ça va avec. Et les dépenses publiques à hauteur de 57% du PIB. En Allemagne aussi. Non, mais la question, 44%. La question le préambule d'Olivier, c'était déconfinement économique et pas sanitaire. Et c'était quand même la question clé de ce matin, c'est-à-dire pourquoi moi, c'est la question que je pose depuis l'allocution du président de la République. Qu'est-ce qui a changé depuis le premier jour du confinement? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on peut déconfiner? Et cette décision, elle est effectivement économique pour faire repartir l'économie. Plusieurs choses concernant le 11 mai. D'abord, le président de la République a fixé cet objectif qui est conditionné. Il est conditionné. C'est pas un objectif ultime. Il est conditionné à l'amélioration de la situation sanitaire. Donc quand j'entends dire notre interlocuteur tout à l'heure au téléphone que c'est une question purement économique, non, c'est pas vrai. Parce que si c'était une question purement économique, on aurait confiné. Non, c'est pas une question purement économique. Non. Toutes les protections sanitaires seront prises, bien évidemment. Et si on avait voulu... Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce qu'on aura des masques? On aura des tests? Est-ce que je peux terminer à force d'être finalement complètement interrompu à chaque fois? C'est un peu compliqué. Jérôme, vas-y. Alors, est-ce que je peux continuer? Allez, Jérôme Dubus, allez-y. Le 11 mai est conditionné à l'amélioration de la situation sanitaire. Premier point. Deuxième point, ce déconfinement, il va être présenté un plan dans une dizaine de jours beaucoup plus précis que ce qu'a dit le président de la République. Et c'est bien normal. D'accord. Et les réponses en matière de tests, en matière de masques, qui sont de vraies questions aujourd'hui, en matière de transport, notamment dans la région Île-de-France, il y a 5 millions de gens qui prennent tous les transports en commun par jour. Comment ça va se passer? Point d'interrogation. En matière de déconfinement par âge, en matière de déconfinement par région. C'est n'importe quoi, ça. Non, mais je ne dis pas confinement par âge. Alors donc c'est ça la question. C'est ça. Vous avez commencé à voir les réactions. Mais moi, ce que j'entends depuis hier, c'est quand même des scientifiques qui disent que attention, on n'est pas sorti de l'auberge. Je veux dire, le coronavirus est là, on ne sait pas grand-chose dessus, et personne n'a dit le contraire, enfin. Mais est-ce qu'on a les moyens de se protéger? Personne n'a dit qu'il fallait déconfiner du jour au lendemain le 11 mai. Personne n'a dit ça, enfin. Je sais pas, ou alors on n'entend pas la même chose. Je reviens à ma première question. On ne peut pas opposer les préoccupations sanitaires aux préoccupations économiques aussi caricaturalement. Pour vivre, il faut bouffer. Excusez-moi de la crudité de mon langage, mais c'est absolument indispensable et c'est vrai à l'échelle d'une nation aussi. Là où je trouve que notre auditeur de tout à l'heure, Olivier, je crois, n'avait pas tout à fait tort, c'est sur le langage du président de la République. Il faut tenir un langage de vérité. Et effectivement, il nous a présenté par exemple la réouverture des écoles essentiellement comme une mesure d'égalité sociale entre les enfants qui décrochent parce que les parents n'ont pas la possibilité de les aider autant que d'autres parents. Mais
évidemment que l'objectif premier est de libérer les parents pour qu'ils puissent retourner travailler. Voyez, idem sur les tests. On est en train, Emmanuel Macron est en train de nous tenir sur les tests le langage qu'il nous tenait sur les masques, c'est-à-dire transformer la pénurie en doctrine. Donc vous me donnez raison d'une certaine manière. Qu'est-ce qui a changé depuis le début du confinement? Qu'est-ce qui a changé depuis le début du confinement? Pourquoi on a confiné dans ce cas-là? Ce qui a changé, par exemple, c'est que les urgences sont moins en état de saturation qu'elles n'étaient. On est en train de... Oui, on a aplati la courbe. Voilà. On a aplati la courbe. On a quand même quelques lueurs d'espoir dans ce domaine. On a moins d'entrées dans les hôpitaux qu'on en avait. On a moins de gens en réanimation. Donc, si vous voulez, c'est tous les pays qui ont été confinés qui essayent de sortir de ce déconfinement. On n'est pas une exception. L'Allemagne va sortir avant nous. L'Italie est entrée un peu avant, une semaine avant. Elle va sortir progressivement, quasiment en même temps que nous. L'Espagne qui est très touchée, va sortir progressivement en même temps que nous. On ne peut pas avoir des pays qui sont à l'arrêt pendant 2, 3, 4 mois. C'est impossible. Impossible. Alors, on a une auditrice avec nous, Nicole du Tarn est en ligne. Bonjour Nicole. Bonjour, vous êtes super, comme d'habitude. Je voulais abonder dans le sens du monsieur qui disait il n'y a pas de raison de travailler davantage, on va recommencer à travailler comme des malades, recommencer à prendre le métro comme des fous, à cavaler avec les sports des enfants, à cavaler tout le temps. Là, on s'est aperçu avec le confinement qu'on pouvait parfaitement dépenser davantage. Moi, je dépense plus rien depuis un mois, voilà. Et en plus de ça, c'est quand même l'occasion d'y réfléchir. Les écologistes, ils ont tout à coup l'occasion de dire on va travailler 32 heures, comme disait Monsieur Larcher au moment des 35 heures, mais il a pas répété. On se garde bien de dire que Fleury-Michon, Maminova, Sarcelles à Nantes, tous ces gens-là sont aux 32 heures. Au moins qu'on nous laisse la possibilité de dire on va travailler 35 heures, ou on préfère travailler un petit peu moins, monsieur, parce que j'ai repris contact avec mes enfants, je me régale, je redeviens créative, etc. Donc, en étant payé en conséquence. Oui, c'est tout le sujet. C'est 32 heures payées 32 heures. C'est intéressant parce que c'est la deuxième personne qui nous parle au téléphone et qui défend un certain nombre de changements de logique économique et de logique par rapport au travail et par rapport à ce qu'on appelle la croissance. Le vrai débat qui va avoir lieu, je pense qu'il est trop tôt, certes, mais on peut toujours en discuter, c'est quelles sont les positions sur la croissance. Moi, je pense que ce qui a été défini il y a plus de 20 ans, c'est ce qu'on appelait le sustainable development, c'est-à-dire le développement soutenable et non pas le développement qui dure, est un vrai débat fondamental. Quels sont les besoins essentiels auxquels nous devons répondre? Et ce débat-là est un débat, cette dame vient de le dire, les écolos, j'en suis un, le défendent depuis très longtemps, même si, évidemment, on doit avoir un système qui, par rapport à ce qu'on appelle la décroissance ou la croissance, est un système qui soit, perfectible par rapport à ça et qui permette, on voit bien dans la santé, dans l'éducation, d'avoir un système de croissance positive et dans un certain nombre d'autres secteurs, d'avoir un système de décroissance. C'est un vrai débat, fondamental. Jean-Luc, les écolos ont quand même mis la moitié de la France dans la rue avec les gilets jaunes en prônant une mini-taxe sur le carburant. C'est pas les écolos. Donc, je n'imagine pas. Non mais cette logique de la décroissance, il faut bien dire clairement aux gens que moins 10% sur le PIB, ça veut dire des retraites amputées de 10%, ça veut dire des salaires amputés de 10%. Et donc, moi, je veux bien qu'on prône la décroissance en expliquant clairement aux gens. Non, mais je veux bien qu'on dise aux gens, ah mais oui, on va travailler 32 heures au lieu de 35, mais il faut être clair sur le fait que les salaires vont baisser. Si les salaires baissent, les recettes de la sécurité sociale vont baisser, donc les retraites vont baisser. Donc il faut être clair avec les gens en disant moins de travail, c'est moins de salaire, moins de richesse. Allez, on est obligé de marquer une pause. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300 avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi.
Avec vous jusqu'à midi et nous parlions donc de ce déconfinement. On est parti sur effectivement les 35 heures, le travailler moins, gagner moins. Je voudrais juste quand même qu'on dise quelques mots sur ces 18 millions de Français qui ne devraient pas sortir tout de suite. Ça fait beaucoup réagir en parlant beaucoup disent ça limite la liberté individuelle. On revient un petit peu au début du débat avec ce que disait Judith Weintraub. C'est une infantilisation, j'en parlais à propos des dentistes, qu'on ne laissait pas prendre leurs responsabilités et décider eux-mêmes de travailler ou pas. Et là, c'est pareil. On considère que les gens ne sont pas capables d'adopter les gestes barrières, de savoir s'ils ont envie ou pas de sortir. D'un point de vue légal, moi je ne considère pas, j'ai entendu beaucoup d'arguments légaux en disant atteinte à nos droits constitutionnels, liberté de circuler, etc., etc. Je ne suis pas sûre parce qu'il y a d'autres limitations par âge. Par exemple, on n'a pas le droit de conduire quand on n'a pas 18 ans. Donc ça me paraît possible. Politiquement, c'est autre chose parce qu'on sait que dans cette classe d'âge, au-delà de 65 ans, il y a une forte proportion d'électeurs d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûre qu'ils veuillent leur infliger un confinement obligatoire, mais c'est une infantilisation des gens qui est totalement insupportable. Oui, sur ce point-là, ce que disait hier Marie de Hetzel, on n'est pas tous égaux devant l'âge. Entièrement d'accord. Oui, un point là-dessus, s'il vous plaît. Alors, Jérôme Dubus. Oui, juste un point là-dessus pour répondre à votre question. Simplement, pour le moment, rien n'a été décidé de ce point de vue-là. C'est une recommandation du Conseil scientifique qui a été donnée hier, consisterait effectivement à une évaluation du nombre de millions de personnes qui consisterait, à prendre un certain nombre de gens, plus de 65 ans, plus de 70 ans, on ne sait pas très bien, qui seraient effectivement confinés. Et pour le moment, aucune décision n'a été prise. 2, il est bien clair qu'on ne va pas déconfiner tout le monde en même temps, ça c'est pas possible. Tout le monde en a bien conscience. Bon, écoutez, hier, on était avec la cellule de crise de la ville de Paris, on a appris que la morgue de Rungis était saturée. On en est là aujourd'hui, vous comprenez ? Il y a des morts tous les jours, des centaines de morts. Il faut quand même être sérieux. Moi, je veux bien qu'on ait des polémiques sur le nombre de gens déconfinés, sur la manière dont ça va se passer dans les classes, etc. Mais là, on est quand même dans l'urgence absolue. On est obligé aujourd'hui de trouver une nouvelle morgue en Île-de-France pour accueillir les cercueils. Bon, voilà, ça laisse quand même, si vous voulez, réfléchir. Et ça relativise. Et vous trouvez que c'est parce que les gens sont indisciplinés ? Judith Weintraub. Non, je crois pas. C'est parce que il va falloir être très prudent, très prudent. Mais les gens sont capables d'être prudents. Mais ils le sont. Ils le sont à 95%. Les gens sont prudents. Je pense que cette histoire d'âge est une histoire absolument insensée. Et si on voulait, pour nos aînés, et moi j'ai juste plus de 65 ans, globalement, on voulait les mettre complètement de manière hystérique en disant mais c'est pas possible. Enfin, les gens sont sérieux. Ils vont mettre un masque. La plupart des gens, vous voyez même sans qu'on ait rien demandé, mettent des masques dans la rue, globalement. Après ça, ils essaient de se faire tester le plus possible. Je crois qu'à un moment donné, on peut pas faire ce genre de choses. Contrairement à ce que tu dis, Jérôme, le président de la République a bien, non pas défini exactement après le 11 mai, mais il a dit que ce serait progressif. Ça ne veut pas dire grand-chose progressif. À un moment donné, si on déconfine et qu'on dit aux gens, ils vont aller à l'école, ils vont aller travailler, à un moment donné, qui va rester chez soi? Alors, il y a des gens. C'est pour ça qu'il faut un peu de patience et qu'il faut attendre le plan de déconfinement général. Malheureusement, obligé de rester chez eux, c'est les gens qui sont dans les EHPAD. Et on n'en a pas encore parlé. On en a parlé évidemment sur Sud Radio depuis des semaines. On en a parlé plusieurs fois, oui. Bien sûr, Valérie. Mais là, dans les EHPAD, à un moment donné, il va bien falloir que les familles puissent aller voir les personnes âgées. Mais ça, Emmanuel Macron l'a dit, quand même. Ça, c'est prévu. J'entends bien, Judith. J'entends bien, mais c'est pas faux. Oui, il l'a dit, mais personne n'a été capable d'expliquer quand, comment, de quelle manière. Mais parce que il faut que ce plan soit affiné, encore une fois. Oui, mais alors pourquoi annoncer des choses quand on n'a pas de réponse? Est-ce que, oui, c'est ça. Est-ce que ça n'a pas été fait à l'envers? Et est-ce que cette fameuse date du 11 novembre, décidément des 11 novembre, j'y tiens, du 11 mai, ne va pas lui revenir comme un boomerang dans la figure? C'est-à-dire en donnant de l'espoir aux Français et avec un plan en disant, attendez, on va trouver des solutions. Est-ce qu'on trouve pas les solutions en disant, voilà, à partir de telle date, vous pourrez aller voir vos
parents dans les EHPAD. Nous, on a plein de questions, plein de gens qui disent c'est quand est-ce qu'on va pouvoir Ça sera réglé par ce plan de déconfinement qui doit être mis en place. Mais comment est-ce qu'on peut annoncer des choses dont on ne sait pas si elles seront faisables? Comment est-ce que les EHPAD, vous avez des réponses des EHPAD qui vous disent nous aujourd'hui on ne peut pas accueillir des familles de personnes en pleine vie parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les moyens matériels de pièces suffisantes, des moyens humains. Donc on annonce des choses dont on ne sait pas si on aura les moyens de les faire. C'est ça la question. Non, mais on ne sait pas tout, évidemment. On sait, moi c'est mon boulot pour suivre les activités des gens qui nous gouvernent, qu'ils travaillent. Ça me paraît indubitable. Ils travaillent, ils concertent, sans doute pas assez, sans doute pas avec assez de souplesse. Moi, j'étais contente d'entendre Édouard Philippe qui s'adressait aux sénateurs hier, en leur disant qu'éventuellement, il faudrait essayer des choses différentes selon les régions. C'est une idée révolutionnaire en France, où on est centralisé et étatique. Oui, étant donné les différences... Non, il y a le droit à l'expérimentation en France. Oui, au bout de combien de temps on l'a obtenu et avec oui, ça existe. Enfin, pardon, l'argument qui a été employé pour interdire aux maires qui voulaient rendre obligatoire le port du masque, c'est pas juste parce que ça veut dire que dans cette commune, ils ont les moyens d'en avoir et ça sera obligatoire, et la commune d'à côté n'en aura pas, c'est insupportable. L'argument égalitaire continue d'être la jauge dans ce pays. Donc je pense que on ne peut pas demander un plan clé en main qui résolve tous les problèmes. D'une part, il faut hélas redouter un regain d'une ampleur qu'on ne connaît pas de contamination, mais on avance en travaillant. Bon, merci à tous les quatre. Oui, on travaille en avançant, absolument. Merci à tous les quatre. Merci, pardon à Jacqueline que je n'ai pas eu le temps de prendre, mais il y aura évidemment d'autres débats. Très bonne journée à vous sur Sud Radio et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Merci à vous. Au revoir.